Grosso modo, vous avez déjà une idée sur ça, quand même, c'est un cours qui est assez important. Alors, c'est quoi isoimmunisation? Alors, isoimmunisation, c'est une synthèse par la maman d'allo-anticorps qui vont être dirigés contre des éléments sanguins du fœtus, sanguins ou autres, mais principalement sanguins, parce que c'est la partie sanguine qui fait beaucoup plus l'allo-immunisation, isoimmunisation, comme on la connaît. Alors, ces allo-anticorps vont être responsables d'hémolyse, donc d'une anémie sévère. Et plus l'anémie va s'aggraver, plus il y aura des signes sur le fœtus. Parmi eux, il va y avoir des épanchements jusqu'à la nasarque fœtoplacentaire qui va finir par aboutir à la MIU, c'est la mort intra-utérine. Donc, la production des anticorps peut survenir à chaque fois qu'il y a introduction de globules rouges étrangers. Ça veut dire quoi, introduction de globules rouges étrangers? Ça veut dire que pour qu'il y ait allo-immunisation, il faut qu'il y ait un passage d'hématie fétale, un passage assez important quand même, d'hématie fétale dans le sang maternel. C'est ça qui va faire que la maman va développer une sorte d'allergie vers son fœtus. Donc, pour ça, il faudrait que la maman soit de rhésus négatif et que le bébé soit de rhésus positif, pour qu'il y ait cette allo-immunisation. Après, il y a les allo-immunisations des sous-groupes. Qu'est-ce qu'il y a comme sous-groupe? Il y a le C, le KEL, etc. Mais généralement, elles sont pas très, très sévères. C'est l'allo-immunisation rhésus qui donne de grosses anémies hémolytiques. Voilà, donc pour que le bébé soit rhésus positif, il faut donc que le papa soit rhésus positif. Donc les couples où on a une maman rhésus négatif et un papa rhésus négatif, il y a plus ce risque-là d'avoir une allo-immunisation. Voilà, donc l'incidence, c'est 0,9 grossesse sur 1000. Donc bon, voilà, ça c'est pas important. Alors la physiopathe, c'est quoi? Donc on a des femmes qui sont rhésus négatives, qui sont porteuses d'un fœtus rhésus positif. Donc pendant la première grossesse, on va avoir un passage accidentel d'hématie fétale. Ensuite, la maman va fabriquer des allo-anticorps de type IgM, parce donc les premiers IgM ne passent pas la barrière hématoplacentaire. Donc généralement, c'est pas au cours de la première grossesse qu'il va y avoir cette allo-immunisation. Généralement, c'est au cours de la deuxième grossesse. Alors, je pense que si vous vous rappelez déjà les cours que vous aviez fait en immunologie, donc quand on a une réaction vis-à-vis d'un corps étranger, que ce soit une bactérie ou autre, généralement, ou un virus, on développe l'IgM. Ensuite, l'IgM va aller faire le truc mémoire. Donc, il va aller... ensuite, voilà, il va se multiplier, etc. On va avoir une montée d'IgM. Généralement, c'est la deuxième rencontre, le deuxième épisode, il va y avoir le pic d'IgG. Et généralement, c'est les IgG qui vont passer la barrière placentaire. Donc, la première grossesse, on va avoir l'immunisation. Généralement, c'est au cours du deuxième contact qu'on va avoir le pic d'IgG. Donc, on va avoir vraiment une vraie réaction contre le fœtus. Donc, lors de la prochaine synthèse, on va avoir une synthèse rapide et importante, donc d'IgM et IgG. Et c'est les IgG qui passent la barrière placentaire, hématoplacentaire. Donc, ils vont traverser le placenta, se fixer sur les hématies fétales et entraîner une hémolyse. Donc, voilà. Donc, une anémie fétale, une accumulation de bilirubine dans le liquide amniotique. Donc, en réaction à l'anémie, l'érythropoïèse fétale compensatrice va se produire. Donc, c'est normal, le bébé il est en anémie sévère. Il va essayer de compenser. Comment il va essayer de compenser? Donc, au niveau du foie, ça va augmenter il va y avoir une augmentation de la synthèse, etc. Donc, on va avoir une hépatomégalie. Généralement, une splénomégalie aussi parce qu'il y a une hémolyse. On va avoir un début de souffrance hépatocytaire. Pourquoi? Parce que quand il y a une hépatomégalie, généralement, il y a une hypertrophie des cellules hépatiques. Et cette hypertrophie va donner une compression par les hépatocytes des vaisseaux. Et donc, on va avoir une diminution de la synthèse des protéines hépatiques. Tout ça, ça va pousser vers une diminution de la pression oncotique, parce que l'anémie, ça va, voilà. Donc, la diminution de la pression oncotique, ça va donner une hypertension portale, et l'hypertension portale va nous donner donc une fuite des liquides vers le secteur extracellulaire. Et c'est quoi le secteur extracellulaire? Soit c'est le tissu, d'ailleurs, vous allez trouver des œdèmes au niveau sous-dermique,
une ascite, un épanchement pleural, un épanchement cardiaque. L'évolution, ça va aller vers l'anasarque fœtoplacentaire. C'est quand il va y avoir, quand tout sera œdémacié. On va avoir un placenta œdémacié, un fœtus qui va avoir un épanchement, des épanchements partout et un œdème sous-cutané. Et là, généralement, ça veut dire qu'il est en train de décompenser, que l'anémie est vraiment sévère. Et si on ne fait rien du tout, ça va finir par aboutir à la anémie. Donc, à la naissance, voilà. Généralement, en plus de cette complication, si on arrive à sauver le bébé, après, il y a la complication de l'hyperbilirubinémie qui peut donner un ictère nucléaire. Donc, voilà. Là, je pense que vous vous rappelez de ça parce que j'imagine que vous avez fait la pédiatrie. Donc, vous savez ce que c'est. Alors, le dépistage. Donc, il faut savoir que généralement, en principe, à l'étranger, alors nous, la RAI, on ne la fait pas souvent, malheureusement, parce que ça ne fait pas partie de nos habitudes de prescription, mais en principe, on doit la faire. Pourquoi? Parce que, en principe, toute femme enceinte qui vient, surtout les femmes de rhésus négatif ou les femmes qui ont eu déjà une transfusion durant leur vie, donc on a le risque qu'elles aient déjà une immunisation. Donc là, la RAI, ça sert à quoi? C'est recherche d'agglutinine irrégulière. Ça permet de dépister une incompatibilité fœto-maternelle. Donc, généralement, la recherche de RAI se fait à 2, 6, 8, 9 mois. Après, ça, c'est plus parce que là, parce qu'il faut savoir que généralement, vers 27-28 semaines, on met l'injection d'anti-D. C'est une injection d'immunoglobuline. Donc, si on fait la RAI après l'injection, c'est normal qu'elle revienne positive. Donc, la RAI, on ne la fait que si la patiente n'a pas reçu d'anti-D. D'accord? Parce que si on met l'anti-D et qu'on fait la RAI va sortir positive parce qu'elle aura détecté les immunoglobulines qu'on aura injectées à la maman. Voilà. Voilà. Donc, les recommandations, elles indiquent une injection systématique de gamma-globulines anti-D. C'est des immunoglobulines qu'on va injecter à la maman et qui vont neutraliser les IgG. Ça permet d'éviter la réaction, ça permet d'éviter une réaction allergique. Voilà. Parce que pour moi, j'estime que c'est une sorte de réaction allergique. Donc, généralement, l'injection de gamma-globulines, elle se fait à 28 semaines à titre prophylactique. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que généralement, à partir de 28 semaines, il y a des études, ils ont fait des études. Ils ont remarqué qu'à partir de 28 semaines, même s'il n'y a pas d'accident, c'est-à-dire même s'il n'y a pas de métrorragie, même si on ne fait pas de gestes, même s'il n'y a rien du tout, il y a un passage accidentel d'hématie fœtale qui passe inaperçu. Et il y a beaucoup de mamans qui font des allo-immunisations alors qu'elles n'ont pas fait de métrorragie et quand elles ont accouché, on leur a mis l'anti-D, tout s'est bien passé, mais elles font quand même des allo-immunisations. Et ces études-là, elles ont montré que, vu le passage accidentel qui peut passer inaperçu à partir de 28 semaines, donc ils ont décidé de mettre à titre prophylactique, à 28 semaines, les anti-D. Pourquoi? Pour protéger la maman de ce passage accidentel qui est souvent inaperçu. Voilà. Chez les femmes rhésus positifs, bon, parfois on demande la RAI, surtout quand il y a un antécédent de transfusion. Alors, en France, nous, ça n'existe pas chez nous. Donc, en France, il n'y a pas tout ça. Alors, en France, non, bon, je suis obligée de vous expliquer ça parce qu'on ne sait jamais si vous partez à l'étranger, vous saurez comment ça se passe ailleurs. Alors, avec le dépistage prénatal non invasif, ça s'appelle le dépistage prénatal non invasif, avec une simple prise de sang maternel, on peut déterminer le rhésus fœtal. Donc, c'est une prise de sang qui doit se faire généralement vers 11 à 12 semaines et vérifier 15 jours plus tard. Voilà, donc on prend le sang, la bonne femme, elle va partir, faire une prise de sang. Ensuite, il va y avoir une PCR qui va nous donner le rhésus du bébé. Ensuite, à partir de là, déjà, on va enlever toutes celles dont le bébé était rhésus négatif et qu'on n'aurait peut-être pas su sans PCR jusqu'à l'accouchement. Donc déjà, ça va nous sélectionner les femmes, ça va nous diminuer la prescription d'anti-D.
Donc, elle est réalisée vers 11 à 12 semaines, vérifiée 15 jours plus tard. Voilà. Et là, à partir de là, on saura quelle femme entre un bébé qui a un résus positif, on va donner des immunoglobulines spécialement à ces femmes-là. Contrairement à chez nous, où on donne des immunoglobulines à toutes les femmes qui ont un résus négatif, donc le papa a un résus positif. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à savoir, on sait pas, on n'a pas cette possibilité de savoir le résus du bébé. Alors, la conduite à tenir. Donc, les RAI, c'est les agglutinines irrégulières. Donc, c'est un type d'anticorps. Ensuite, il y a les RAI, elles peuvent être positives sur plusieurs types d'anticorps. Donc, il y a l'anticorps anti-D, c'est le résus. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs sous-groupes. Et c'est beaucoup plus l'anti-D, donc qui donne les tableaux graves, d'ictère, d'anémie sévère et d'anasarque. Donc les autres, parfois, exceptionnellement, ils peuvent donner un tableau, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment rare. Après, quand on a une RAI positive, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un titrage des anticorps. C'est-à-dire qu'on va, c'est une sorte de dosage, voilà, ou un dosage pondéral. On va voir combien il y a d'anticorps, et selon ce dosage-là, on va voir comment est le risque. Est-ce qu'il y a un gros risque? Là, on va adapter notre surveillance selon ce titrage. On va surveiller plus le bébé peut-être. S'il est viable, on va peut-être décider de faire une extraction, de faire une corticothérapie et une extraction. On ne va pas le laisser souffrir. Alors, l'évaluation de la gravité. Donc, on fait un bilan initial. On va chercher à la recherche du mode d'immunisation. On va déterminer le phénotype résus anti-D paternel. Donc, on va vérifier si le papa a un résus négatif ou positif. Détermination du résus D fœtal sur le sang maternel. Alors, ça, c'est, voilà, ça ne se fait pas chez nous, mais ça se fait à l'étranger. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est par PCR. Voilà, RAI, je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Ça permet de titrer. Donc, il faudra titrer, voir si c'est positif. Si c'est négatif, on fait rien du tout. Si c'est positif, on titre les anticorps. Ensuite, on va voir quel type d'anticorps et voir combien. On va faire un dosage pondéral pour voir combien il y a d'anticorps. Alors, voilà. Et généralement, on a un taux. C'est un titrage supérieur ou égal à 1 sur 16 ou un dosage supérieur à 250 unités CHP. Ça s'appelle comme ça. Donc, lorsqu'on a un de ces deux qui est voilà, supérieur ou égal, là, on va faire une surveillance fétale stricte pour dépister les complications assez tôt. Voilà, donc toujours, c'est la même chose. Titrage des anticorps supérieurs ou égal à 16 ou dosage. Donc là, c'est une autre unité. Mais après, la surveillance, comment elle se fait? Soit on continue de surveiller le dosage pondéral, soit c'est l'échographie. Après l'échographie, comment on surveille? Généralement, alors avant, ils faisaient une ponction de liquide amniotique pour voir le taux de bilirubinamie, etc. Après, ils ont remarqué que c'était trop invasif et voilà, le risque, il est assez important. Et ensuite, avec l'avènement de l'échographie, avec l'amélioration des échographes, etc., ils ont remarqué qu'on peut dépister une anémie fœtale in utero grâce à l'échographie et grâce à l'échographie fœtale. Et comment on arrive à dépister l'anémie? C'est en faisant donc un Doppler au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Et alors, ils ont remarqué déjà quand il y a une anémie, déjà il y a moins de globules rouges. Quand il y a moins de globules rouges, donc on va dire que le sang il est un petit peu plus léger. Donc, ils ont remarqué qu'il y avait une vitesse, donc une vitesse de flux qui était beaucoup plus rapide, donc qui était vraiment augmentée quand il y avait une anémie. Et bon, là, je vais vous montrer quelques images pour que vous compreniez. Donc, voilà, si on a un dosage pondéral ou un titrage qui est positif, qui est supérieur à 16, on fait une surveillance échographique régulière avec Doppler.
et mesure du pic systolique de vélocité au niveau de l'artère cérébrale moyenne. C'est ce que je vous étais en train de vous expliquer. On va avoir une accélération du flux artériel, alors là c'est mal écrit, du flux artériel cérébral fœtal qui est corrélé au degré d'anémie. Ça veut dire plus l'anémie est sévère, plus le pic va augmenter, le pic de systolique de vélocité. C'est-à-dire que voilà, c'est parce que le sang il est plus léger. Faut vous rappeler de ça. Et ensuite, plus l'anémie est sévère, plus on va avoir des signes d'œdème sous-cutané, d'acide, d'épanchement pleural, péricardique, etc., jusqu'à aboutir à l'œdème, à l'anasarque fœtoplacentaire. Donc, voilà. Et généralement, ça, c'est lorsqu'on a une anémie vraiment fœtale avec une hémoglobine inférieure à 5. Alors là, c'est pour vous montrer, là où on fait le Doppler donc de l'artère cérébrale moyenne. L'artère cérébrale moyenne, c'est voilà, c'est la 4. Donc ça, c'est le polygone de Willis. Généralement, on le visualise assez bien à l'échographie. Voilà, à l'échographie, ça donne ça. On a une coupe sur le bipariétal, donc sur le cerveau du fœtus. Ensuite, on active le Doppler. Il faut bien régler son appareil pour arriver à détecter les flux de petite intensité, parce qu'au niveau du polygone de Willis, c'est pas la même intensité qu'au niveau du cœur, on est bien d'accord. Donc ensuite, on va vers l'artère cérébrale moyenne et on mesure la vitesse du flux. Et là, si on a une augmentation du pic systolique, on aura fait le diagnostic de l'anémie. Ensuite, les signes qui apparaissent quand l'anémie est sévère, c'est l'épanchement et l'acide. Donc là, c'est une acide, vous voyez, donc c'est tout ce qui est noir. Donc voilà, c'est ça, c'est tout ce qui est noir tout autour. Donc là, vous avez des structures. Donc, alors là, ça a l'air d'être en thoracique. Voilà, les structures pulmonaires. Donc là, c'est un épanchement thoracique. Ensuite, généralement, ça va vers l'acide. Voilà, là, c'est une acide. On a les structures digestives. Voilà, on a une acide vraiment de grande abondance. Là, c'est un embryon. C'est un produit de conception. Donc, il y a eu un avortement. C'est un embryon, bon, je dirais, il a l'air de faire dans les 13-14 semaines. Et vous voyez l'aspect donc de l'acide et de l'épanchement. Donc, vous voyez, il y a un épanchement sous-cutané diffus. Alors, la tachycardie fœtale peut être, donc ça, généralement, il y a ce qu'on appelle le rythme sinusoïdal. Alors ça, c'est un signe vraiment tardif, vraiment sévère. Après, généralement, je ne vais pas vous mentir, quand on a ça, ça veut dire que le bébé, il va faire sa AMIU très vite, que l'anémie, elle est vraiment sévère. Jusque-là, je n'ai pas vu de fœtus qui a survécu à ça. On a eu des extractions pour rythme sinusoïdal qui se sont faites donc, en urgence. Généralement, les bébés ne survivent pas. Là, ça témoigne d'une anémie vraiment, vraiment sévère. Alors, l'amniosynthèse, c'est comme je vous ai expliqué, jusqu'à pas longtemps, il faisait une amniosynthèse, il faisait le dosage de la bilirubinamie. Après, comme je vous ai expliqué, avec l'avènement de l'échographie, c'est plus utilisé. Ensuite, ponction de sang fœtal ou cordosynthèse. Donc ça, je vous le dis, ça ne se fait pas beaucoup. Je pense qu'il y a un seul centre à Alger qui le fait et il ne le fait pas tant que ça. C'est bon, but diagnostic pas tant que ça parce qu'on aura déjà suspecté à l'échographie l'anémie fœtale. C'est surtout un but thérapeutique. Et comme je vous expliquais, donc ça se fait pas en Algérie. Ça permet donc de réaliser une transfusion in utero ou une exsanguinotransfusion. Donc ailleurs ça se fait. Ça permet donc de sauver ces petits bébés, donc de corriger l'anémie le temps d'une grossesse et donc au moins le temps que le bébé soit viable pour pouvoir l'extraire. Alors, il sera réalisé après une mûre réflexion en fonction de la gravité de l'anémie et la gestationnelle. Voilà, si le bébé est viable ou pas. Et voilà, il faut savoir que la ponction de sang fœtal va exposer à une réactivation d'anticorps. Donc, on risque par cette ponction d'aggraver l'anémie hémolytique. La prise en charge, donc déclenchement de travail ou césarienne, si le bébé est viable, il a plus de 34 semaines, on commence à remarquer qu'il commence à nous faire un début de d'épanchement avec une anémie, on ne va pas hésiter à extraire. On ne va pas le laisser dans le ventre de sa maman.
souffrir. S'il fait moins de 34 semaines, comme j'ai l'habitude de vous répéter, attention, corticothérapie. Transfusion in utero, donc c'est voilà, après ponction du cordon. Généralement, on fait une transfusion de sang O négatif, déplasmatisé, lavé, irradié, CMV négatif, HIV négatif, avec un objectif de 14 à 16 grammes par litre d'hémoglobine. Donc, il permet de corriger rapidement donc, le taux d'hémoglobine. Après, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'épuration. Ça veut dire que le bébé il fait son hémolyse, on le transfuse, mais tout ce qui est produit de l'hémolyse, il le garde. Donc, on risque de faire une surcharge volémique, une décompensation cardiaque. Et voilà, généralement, on le fait toutes les 3 semaines jusqu'à l'extraction. Alors, l'exsanguinotransfusion, c'est mieux que la transfusion in utero parce que justement, ça permet d'éviter donc, ce risque de surcharge. C'est un geste qui est plus complexe et il permet de changer donc, le sang fœtal après ponction au niveau du cordon ombilical. Donc, les avantages, c'est l'épuration des globules rouges. Donc, on va avoir moins de surcharge transfusionnelle et une meilleure tolérance hémodynamique. L'inconvénient, c'est un acte qui est hyper spécialisé, qui dure 30 à 45 minutes, qui n'existe pas chez nous. Voilà, qui devrait être répété comme la transfusion in utero toutes les 3 semaines jusqu'au terme d'extraction, donc jusqu'à la viabilité fœtale. La prise en charge du nouveau-né, donc il faut rapidement traiter l'anémie. S'il y a un ictère, généralement il y a un ictère, c'est pas possible de ne pas avoir un ictère. Rapidement faire la photothérapie et si nécessaire l'exsanguinotransfusion. Pourquoi? Pour éviter l'ictère nucléaire. Alors là, c'est un petit schéma récapitulatif de comment se conduire. La prévention. Alors, la prévention, c'est le chapitre le plus important de ce cours. Parce qu'une fois qu'on atteint l'allo-immunisation, généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, le tout, c'est de prévenir cet accident. Elle doit être donc toujours par injection d'anti-D. Elle doit être systématiquement réalisée au moindre risque de passage. C'est-à-dire, dès qu'il y a un petit risque, donc une petite hémorragie, un geste un cerclage, avortement, grossesse extra-utérine, dès qu'il y a risque de passage des massifs fœtales dans le sang maternel, on fait l'anti-D. Il vaut mieux le faire par excès que par défaut. Voilà. Après, on le fait surtout quand le résus fœtal n'a pas été réalisé. Voilà. Pourquoi? Parce que ça, je le précise parce que comme je vous ai expliqué, sous de meilleurs cieux, ils arrivent à déterminer le résus fœtal à 11 semaines avec le dépistage prénatal non invasif. Alors, les modalités, si on a un résus fœtal positif, il faut administrer à la mère le plus tôt possible, donc avant des gamma-globulines, donc généralement avant 72 heures, qui vont neutraliser par opsonisation les hématies fœtales qui étaient passées dans la circulation maternelle. Donc, dès qu'il y a des hématies fœtales, on a un accident, on a un risque de passage d'hématies fœtales, on va mettre l'anti-D et l'anti-D va aller neutraliser ces globules rouges fœtales par opsonisation. Donc, il va les détruire et ça va permettre d'éviter une réaction immunisante. Voilà, donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est à 28 semaines. Donc, à 28 semaines, on le fait de manière prophylactique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un accident pour la faire. Donc, dès qu'on a la patiente qui atteint les 28 semaines, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous réexplique encore aujourd'hui. Je vous explique encore maintenant pourquoi. Parce que cette notion d'injection prophylactique, elle est importante. Donc, elle se fait généralement dans les 72 heures, d'accord, il faut vous rappeler de ça, dans les 72 heures, le plus tôt possible, si c'est possible. Ça veut dire que si c'est possible d'injecter ça 2 heures après l'accouchement, on ne va pas attendre 72 heures pour lui faire l'injection. On lui fait 2 heures après l'injection, 2 heures après l'accouchement. Donc, c'est quoi? C'est une injection, ça s'appelle le Rofilac. Et voilà, Rofilac, et l'injection prophylactique, c'est à 300 picogrammes. On le fait soit par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pourquoi on le fait systématiquement à 28 semaines? Comme je vous ai dit, ils ont remarqué qu'au 3e trimestre, il y a un passage spontané d'hématie et que c'est donc sans accident
Et donc, pour prévenir une alloimmunisation par un passage accidentel qui est passé inaperçu, on fait cette prophylaxie. Alors, le test de Klein-Hauer, c'est quoi? Alors, le test de Klein-Hauer, c'est un test qui se fait, non, toujours, il ne se fait pas chez nous, mais il se fait ailleurs. C'est un test qui permet de numérer, donc de savoir d'avoir une numération des globules fétaux dans le sang maternel. À quoi il sert? Donc, il faut savoir que parfois, par exemple, il y a une patiente qui vient, elle fait un avortement. C'est une patiente rhésus négatif, donc rhésus négatif, donc le bébé, il est peut-être, ou le fœtus, il est peut-être d'un rhésus positif, donc peut-être qu'elle va faire une alloimunisation. Après, à l'étranger, ils mettent l'anti-D pour prévenir l'alloimunisation et ils font ce qu'on appelle le test de Klein-Hauer. Pourquoi? Parce que parfois, l'injection d'anti-D, si un passage massif des massifs fétales, il n'est pas suffisant. Donc ensuite, ils adaptent les dosages de l'injection d'anti-D selon le test des massifs fétales. Donc plus il va y avoir des massifs fétales qui vont passer, plus la dose de Rofeelac, donc d'anti-D, va augmenter. Et voilà, ça permet donc de voir si notre dose d'anti-D est suffisante par rapport au passage des massifs fétales. C'est ça le test de Klein-Hauer. En principe, on le fait systématiquement avant le Rofeelac pour avoir la dose qu'il faut donner à cette maman. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Donc, pour adapter la dose de gamma-globuline, on va utiliser le test de Klein-Hauer. Donc, qu'on va faire avant l'injection. Il va compter le nombre des massifs fétales retrouvés dans la circulation maternelle. Et selon ce test de Klein-Hauer, on va faire donc l'injection et donner le bon dosage d'anti-D. Voilà. Après, à distance, on fait une RAI. À distance, pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on le fait le lendemain, il va être positif parce qu'il va trouver les anti-D qu'on lui a administrés. C'est ça qui va positifier le RAI. Alors, ça, c'est tous les accidents qui doivent faire réaliser une injection d'anti-D. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est avortement, IVG, GU, métrorragie, grossesse molaire, réduction embryonnaire, c'est quand il y a une GG, puis il y a un des jumeaux qui fait sa MIU assez tôt. Cerclage, traumatisme abdominal, ponction, biopsie. Donc là, on ne fait pas de test de Klein-Hauer. Pourquoi? Parce que c'est avant 15 semaines. Donc c'est un passage, on sait que c'est un passage vraiment minime. Donc on fait juste l'injection prophylactique. Ensuite, entre 15 et 27 semaines, on a le risque élevé, le risque faible. Alors je vous rassure, vous n'avez pas à prendre tout ça. D'accord? Après, il faut quand même avoir une idée sur c'est quoi les épisodes à risque de passage des massifs fétales. Par exemple, si je vous mets un cas clinique et je vous mets patient rhésus négatif, voilà, elle a fait une GU, il faut penser à l'anti-D. D'accord? Si vous ne mettez pas l'anti-D, c'est pas normal. C'est-à-dire que vous n'avez pas protégé votre maman et vous avez donc toutes ces futures grossesses, elles risquent de faire des anasards qu'elles prennent perdre ces bébés à cause de vous. Donc, il faut toujours penser à mettre anti-D. Il faut toujours penser ça, voilà. Il ne faut pas prendre tout le tableau, mais il faut avoir une idée sur les risques de passage. Et comme vous voyez ici, ça dépend. Plus le risque il est élevé, plus on va faire l'injection et plus le test de Klein-Hauer sera indiqué. La conclusion. Alors, le groupage et les RAI sont en principe obligatoires à la première consultation. Les patients qui sont de groupe de rhésus négatif, donc le bébé, le conjoint est de rhésus positif. Si elle est à l'étranger, idéalement, il faut faire le dépistage prénatal non invasif avec recherche donc du rhésus fœtal par PCR. Ensuite, si le bébé il est négatif, c'est bon, la patiente, on peut la laisser tranquille. S'il est positif, là, il faudra faire tout ce qui est prophylaxie, surveillance, etc. La prévention, c'est l'anti-D, elle est efficace.
Donc l'allonisation peut concerner d'autres antigènes, mais c'est très rare. Elle peut entraîner une anémie qui peut aller jusqu'à la nasarque. Donc ça, c'est les points les plus importants. Et un avis spécialisé doit toujours être demandé si RAI positif. Voilà. Et ensuite, selon le taux, le dosage pondéral, comme vous vous rappelez, on va adapter la surveillance échographique et pour pouvoir prendre la décision de faire l'extraction à temps. Voilà, un petit mot, c'est les incompatibilités plaquettaires. Donc, c'est à peu près la même chose que l'incompatibilité sanguine. C'est juste qu'on va avoir une attaque des plaquettes. Après ça, c'est très, très, très rare. Et voilà, on va avoir généralement une thrombopénie. On va avoir, voilà, il y a ça s'appelle le HPA1B. On va dire, c'est c'est l'équivalent du Rhésus, mais bon, c'est juste pour que vous sachiez que ça existe aussi pour les plaquettes. D'accord? Faut pas vous encombrer avec ça. Vous, en tant qu'externe, vous devez surtout savoir ce que c'est que l'alloinisation Rhésus anti-D. Donc, c'est ça le principal objectif que vous devez avoir. Donc, c'est l'alloinisation, comment faire la prophylaxie, l'anti-D, qui systématiquement, vous devez toujours y penser, savoir quand est-ce qu'il faut faire l'anti-D, savoir quand est-ce qu'on fait la prophylaxie. C'est ça les principaux points à retenir. Voilà, généralement, quand il y a une thrombopénie, on fait une transfusion plaquettaire. Alors, on va voir les questions. Oui, il se fait avant l'injection. Non, 28 semaines, on ne le fait pas. Non. Avant l'injection, quand on a un accident. Parce que 28 semaines, c'est à titre prophylactique. C'est pour les petits passages accidentels des massifs fétals dans la circulation maternelle. Donc, c'est vraiment des tout petits passages. Et puis, à titre prophylactique, on fait l'injection de RAI, l'injection d'anti-D. Et voilà, c'est à titre prophylactique. Le test de Klein-Hauer, c'est quand on a un accident avec un grand risque de passage d'hématies. Et là, on va aller numérer, donc voir combien il y a d'hématies qui sont passées pour adapter la dose d'anti-D. Donc, à 28 semaines, on ne fait pas de test de Klein-Hauer. C'est une injection systématique. Systématique, prophylactique, pour protéger la maman lors du 3e trimestre, d'un passage d'une immunisation. Voilà, j'espère que vous avez compris. Bon, c'est un cours qui est un petit peu lourd à assimiler, mais je vous ai expliqué c'est quoi les points les plus importants. C'est le dépistage à 11-12 semaines qui va se faire par PCR à l'étranger, qui se fait à l'étranger, le groupage du papa, l'anti-D, quand est-ce qu'on fait l'anti-D, et l'injection prophylactique. C'est les points les plus importants qu'il faut retenir. Oui, chez nous, comme il n'y a pas le dépistage, dès que la maman a un résus négatif, le papa a un résus positif, à tous les accidents, dès qu'il y a un petit métrorragie, 1er trimestre, 2e trimestre, on fait l'injection, systématiquement. Après, voilà, ça fait que c'est pour on appelle ça la sécurité sociale, ça fait quand même un trou. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup d'anti-D, même chez des patients qui n'en ont pas besoin. Donc, quand est-ce qu'on fait l'injection? Alors, l'injection, on l'a fait quand il y a un accident. C'est le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Tout ce qui est GU, grossesse molaire, IVG, métrorragie, accouchement, amniosynthèse, cerclage, tout ça. Après tout ça, dès qu'il y a un de ces événements, on fait une injection d'anti-D et on rajoute une injection d'anti-D à 28 semaines. Pourquoi? C'est comme je vous ai expliqué, pour la protéger des passages des massifs fétales accidentels du 3e trimestre. Alors, le test de Klein-Hauer, c'est quand il y a un risque de passage, quand il y a un gros risque de passage massif. Donc, il ne peut pas être négatif. Comme vous avez remarqué, quand c'est une grossesse jeune et qu'il y a un risque de passage vraiment léger, c'est là qu'on fait le test de Klein-Hauer. Quand il y a un passage vraiment minime,
vous allez voir qu'il n'y a pas d'indication du test de Kleauer. Donc, vous allez voir, quand vous allez voir le tableau, et vous allez voir que quand c'est une grossesse vraiment jeune, c'est-à-dire que quand il y a un passage vraiment minime, quand c'est un petit accident et que le passage est au... il n'y a pas nécessité de faire le test de Kleauer. On met directement l'anti-B. Quand on a un risque vraiment de passage massif, c'est là qu'on fait le test de Kleauer et il permet d'avoir le nombre de démassifs fétales. Ah ben, c'est trop tard, il n'y a rien à faire. Si, comme je vous ai expliqué, après 72 heures, ça y est, l'immunisation, elle a été faite. La maman, elle a fait ses immunoglobulines. Après, s'il y a un autre contact, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, on le fait après l'accouchement. On le fait après, on le fait systématiquement après l'accouchement. Même s'il a été administré à 28 semaines, on le fait après l'accouchement. Oui, il doit être renouvelé à chaque grossesse pour chaque accident. Systématique, si la maman elle est négative et le papa il est positif, ou si on a fait le test sur le bébé qu'on sait qu'il est positif. Non, 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 non. Elles se font à partir de la première grossesse. Donc, je vous expliquais, la première grossesse, c'est vrai qu'il n'y a pas de signe, mais c'est lors de la première grossesse que se fait l'immunisation. Puis, lors de la deuxième grossesse, on va avoir la réaction immunitaire qui va être vraiment explosive. Mais pour éviter cette réaction immunitaire explosive, il faut protéger la maman dès la première grossesse. Donc, c'est des injections qui vont se faire dès la première grossesse. Parce qu'une fois qu'elle est immunisée, qu'elle a les IgG, c'est bon. À chaque fois qu'elle aura un bébé de fœtus rhésus positif et qu'il y aura un contact, elle va faire une réaction explosive à IgG. Ensuite, les IgG vont passer la barrière placentaire. Ils vont attaquer les hématies fétales. Donc, les injections, c'est la première grossesse à chaque fois qu'il y aura un épisode à risque. Ben, l'extraction avant 34 semaines, si on a une anémie sévère, un bébé on va mettre la corticothérapie, qu'on sait qu'on ne peut pas faire d'exsanguinotransfusion, de transfusion, parce que ça n'existe pas chez nous, que la maman elle est de rhésus négatif, le papa est de rhésus positif, l'artère cérébrale moyenne, il y a une anémie, et on commence à avoir une décompensation par une acide. Là, on ne va pas attendre que le bébé nous fasse un anasarque. On va essayer de faire l'extraction le plus vite possible, parce que plus on attend, plus ça va s'aggraver, et plus le bébé risque de faire soit une MI, soit de faire une mort néonatale, périnatale. Ben pourquoi l'intervalle de temps? C'est logique. Si vous êtes en contact avec quelque chose, alors l'immunisation, ça prend du temps. Donc il va y avoir le contact. Ensuite, on va avoir la reconnaissance de l'antigène, parce que c'est un antigène. Après la reconnaissance de l'antigène, on va avoir une synthèse d'IgM. Comme je vous ai expliqué, les IgM, ça se fait, c'est la première grossesse, c'est lors du premier contact. Les IgM, elles ne passent pas la barrière placentaire. Et puis, il y a ce qu'on appelle, il y a cet antigène qui est mis dans la mémoire la mémoire du corps de la maman. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va rencontrer cet antigène, elle va sécréter par grande quantité des IgG qui vont aller attaquer cet antigène. Donc, plus vite on va mettre l'anti-D, plus vite on va neutraliser les globules fétaux, et plus vite, non, c'est pas les anticorps, c'est pour neutraliser donc les hématies fétales. Et plus vite on neutralise les hématies fétales, moins il y aura de réactions, et donc on va éviter tout ce qui est complication de la lonisation. C'est rare, non, c'est rare. En principe, on la dose systématiquement chez la femme de rhésus négatif et chez les femmes positives qui ont déjà eu une transfusion. Voilà. Après, à quoi ça sert? C'est pour voir à quel moment déjà, parce que le patient qui a déjà des RAI positives, donc on sait d'emblée qu'elle risque de nous faire une alloinisation, donc ça permet d'adapter la surveillance et de savoir, de connaître le stade de notre patient.
Oui, on réinjecte. Parce qu'il faut savoir que ça dure généralement, alors, 6 à 9 semaines pour le 300, le Refilac 300. C'est-à-dire que la maman, elle va être protégée pendant 6 à 9 semaines. Après 9 semaines, elle n'est plus protégée. Donc, après 6 à 9, après, 9 semaines, si elle refait un épisode, on remet l'injection. Et 28 semaines, c'est comme je vous ai dit, c'est à titre prophylactique. C'est vraiment pour la protéger des petits passages. Lors de l'accouchement, il y a un grand passage. Donc, lors de l'accouchement, on refait systématiquement l'anti-D. Même si elle a eu son injection prophylactique à 28 semaines, lors de l'accouchement, on refait l'injection. Oui, juste après, dans les 72 heures. On écrit dans les 72 heures. Mais plus tôt se fait l'injection, mieux ça sera. Oui, c'est les RAI, si elles sont positives, on va vérifier quel sous-groupe est positif. On va avoir une idée sur quel sous-groupe elle a développé des agglutinines irrégulières. Non. Alors, résultat négatif, elle est la même, à condition d'avoir une RAI négative. Et si le fœtus il est négatif, la maman il est négative, le fœtus il est négatif. Donc là, c'est bon. On va pas se faire trop on la suit comme les autres. Après, si le fœtus il est positif, là, il faudra bien sensibiliser la maman. Il faut bien lui expliquer, madame, si vous faites des petites métrorragies, il faudra passer en clinique pour faire votre anti-D, etc. Il faut bien sensibiliser, il faut bien expliquer à la maman. Après, en ce principe, la consultation de 28 semaines, elle est systématique. Voilà. L'échodoppler des artères cérébrales, c'est quand on a une maman qui est négative, un fœtus qui est positif ou un conjoint qui est positif, qu'on a des RAI qui sont positives. Voilà, on le fait systématiquement. Après, si la patiente, par exemple, nous rapporte qu'elle a eu un accident, qu'elle a eu un passage, qu'elle a eu des métrorragies, qu'elle n'a pas mis l'anti-D, on va surveiller ce bébé de manière plus rapprochée. Et l'échodoppler, ça permet donc de dépister l'anémie avant qu'il y ait la décompensation. Après, on peut avoir, par exemple, il y a des patients qui n'ont pas consulté, qui sont résus négatifs, qui viennent avec un bébé qui a un anasarque. Après, pour faire la part des choses, est-ce que l'anasarque est d'origine, alors l'origine de l'anasarque est l'iso-immunisation? Parce qu'il faut savoir que l'anasarque, il peut avoir une origine infectieuse. On va avoir un bébé qui est infectieuse, dyschromosomie, etc. De l'étiologie, on a le Doppler aussi, le Doppler des artères cérébrales. Si le Doppler, il est normal, c'est-à-dire le bébé, il n'a pas d'anémie, et qu'il y a un anasarque, je sais que ce n'est pas une allominisation. Donc, pour les prochaines grossesses, donc je continue à la protéger, j'ai une idée sur l'étiologie. C'est soit une étiologie, probablement une étiologie infectieuse. Donc, il nous aide aussi à faire le bilan étiologique des anasarques, l'échodoppler des artères cérébrales. Oui, métrorragie chez une femme enceinte, bien sûr. On est d'accord. On met l'anti-D. Toute métrorragie, on met l'anti-D. Systématiquement. Après, comme il y a le tableau qui vous explique dans quel cas il faut faire le test nucléaire avant de mettre l'anti-D et dans quel cas on met juste l'anti-D. Alors, il n'y a plus de questions? On peut passer vers le cours de l'endométriose. Je vous en prie, merci à vous. Alors, par contre, endométriose, je n'ai pas eu le temps de passer, donc je vais vous présenter le cours du docteur Galès, qui l'a très très bien fait. Alors,